retour sur Outre-mer 360 Radio. Nous sommes actuellement toujours au Salon international de l'agriculture et nous vous faisons vivre les moments les plus importants. Nous vous faisons rencontrer aussi les acteurs qui font que ce monde agricole est aujourd'hui représenté et aujourd'hui, nous sommes donc en compagnie de Benoît Lombrière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le délégué général adjoint de l'Eurodom, cette association basée à Bruxelles, qui a à cœur des intérêts des agriculteurs des Outre-mer. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas cette institution, la présenter en quelques mots. Oui, Eurodom représente l'essentiel de la production agricole organisée des départements d'Outre-mer. À part à Mayotte où pour l'instant on n'est pas encore implanté, donc on représente la filière banane, la filière pêche, les filières fruits et légumes principalement à La Réunion, les filières d'élevage, les filières bois, les filières rhum, enfin tous ceux qui produisent sur place et qui essayent de vendre soit sur place, soit à l'export. Alors on le disait en introduction, finalement beaucoup des exposants qui sont ici sont adhérents de l'Eurodom, puisque vous êtes là pour remonter leurs doléances et pour les accompagner dans leur démarche. Absolument. Dites-nous en plus. C'est notre travail principal. On a cette année en fait dans un salon un peu particulier qui est marqué par une assez forte crise agricole, comme il n'aura échappé à personne. On essaye de faire en sorte, avec les pouvoirs publics qu'on rencontre en marge du salon, qu'ils n'oublient pas que la situation en France métropolitaine ou hexagonale, comme il convient de dire désormais, est certes critique, mais qu'elle est aussi critique, sinon encore plus critique dans le département d'Outre-mer, pour une raison simple, c'est qu'à tous les handicaps auxquels sont confrontés les agriculteurs français, il faut ajouter, quand on est un agriculteur français dans les départements d'Outre-mer, tous les handicaps qui sont liés à l'éloignement, à l'insularité, au fait de faire de l'agriculture en milieu tropical humide avec moins d'eau, enfin bref. C'est les mêmes difficultés qu'en France, auxquelles on surajoute les difficultés des départements d'outre-mer. Alors vous êtes basé à Bruxelles, parce que finalement Bruxelles, c'est là où les grandes décisions se prennent. Pour bien contextualiser, on est vraiment sur vous des solutions européennes que l'on peut apporter aux agriculteurs. Comment ça se passe quand les agriculteurs vous sollicitent? Comment vous faites finalement pour remonter ces doléances au niveau de l'Europe? Quel lobbying vous mettez en place? Alors nous, on fonctionne depuis 1989 de la même manière, c'est-à-dire qu'on commence par travailler beaucoup avec les adhérents qui nous font remonter leurs difficultés ou leurs suggestions d'évolution. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ils ont différents problèmes et en ce moment-là, on a beaucoup de problèmes dans les filières qui sont les filières de la banane, qui sont les filières du rhum, on y reviendra sans doute, sur l'octroi de mer aussi. Et au fur et à mesure des années, on a développé une expertise qui nous permet d'être à la fois à Bruxelles, où on élabore beaucoup de documents, beaucoup d'argumentation, beaucoup de notes techniques, qu'on va ensuite défendre devant les fonctionnaires à Bruxelles. Car à Bruxelles, on peut tout à fait rentrer dans une réunion avec des gens qui sont plutôt hostiles à la solution qu'on préconise, et parce qu'on les aura convaincus avec des arguments techniques, avec des chiffres, avec des démonstrations, avec du travail sérieux et pas beaucoup d'effets de manche, qu'au fond notre solution se vaut aussi et qu'il convient, en tout cas il se défend de la mettre en œuvre. Voici une dizaine d'années, on a ouvert un bureau aussi à Paris, car en fait beaucoup de ce qui est décidé à Bruxelles commence par se décider à Paris, puisque aller défendre un dossier à Bruxelles avec un gouvernement français qui dirait le contraire des positions que nous suggérons, ce serait la certitude de l'échec. À quel point c'est compliqué finalement de convaincre? Si le dossier est bon et si le travail en amont a été fait convenablement, c'est toujours compliqué, c'est toujours un match, c'est toujours un défi, mais enfin, au fond, c'est pas si compliqué. Il faut beaucoup d'expertise, en tout cas c'est là-dessus qu'on fait reposer nous notre lobbying. Après, la situation est un peu différente entre Paris et Bruxelles. À Bruxelles, on est vraiment sur des arguments techniques, sérieux, carrés, avec des gens qui acceptent de changer d'avis sans trop de difficultés. À Paris, on est probablement un peu plus imprégné de culture latine et il y a à la fois les arguments de fond, mais il y a aussi une partie un peu d'orgueil. En tout cas, il y en a un peu plus à Paris, j'observe, qu'à Bruxelles, où on est plus sur un mode de fonctionnement un peu scandinave. Alors qu'est-ce que vous avez obtenu dernièrement comme victoire peut-être pour vos adhérents, revenir peut-être sur des grands combats qui vous tiennent à cœur et qui ont abouti à force de lobbying mais également de travail? Oui.
On a, depuis donc, 1989, on a co-construit la plupart des dispositifs que les producteurs des départements d'outre-mer connaissent bien. Les plus connus, c'est le POSEI ou encore l'octroi de mer, qui sont des dispositifs qui ont été imaginés dans les années 80 ou 90, mais qui constamment, au fur et à mesure du temps, sont modernisés. Quand vous dites co-construit, ça veut dire... Co-construit, ça veut dire que bien souvent on les a imaginés et puis qu'on est allé voir les pouvoirs publics français souvent, qu'on les a convaincus qu'une bonne manière d'accompagner l'agriculture dans les départements d'outre-mer, c'était de pousser à l'organisation et que pour ça il fallait un outil dédié qu'on a appelé le POSEI, ou encore que pour accompagner le développement industriel des départements d'outre-mer, eh bien l'octroi de mer était un bon outil dès lors qu'on pouvait assujettir à l'octroi de mer l'intégralité des exportations et rendre non assujettis ou exonérer les productions locales. C'est une forme d'aide pour la production locale. On les imagine, on les discute avec les pouvoirs publics et puis si on arrive à les convaincre, ils suivent leur chemin jusqu'à leur adoption finale que nous suivons également. Alors l'actualité peut-être de Rodom en ce moment, puisque bon, on peut passer beaucoup de temps à parler du passé, mais au fond l'avenir est devant nous par définition. C'est le discours du président de la République qui a lieu ce mercredi, demain, pour lequel on a beaucoup d'attentes. On considère que ce discours est un discours important, qu'il arrive à un moment tout à fait particulier dans la situation des filières agricoles. Et on a fait remonter un certain nombre de suggestions ou de demandes dont on espère que demain elles seront adoptées. Parmi les suggestions que vous avez fait remonter, parce que peut-être qu'on peut en citer quelques-unes. Oui, bien sûr. J'en citerai, disons, 3 principalement, et puis on pourra continuer si vous le souhaitez. Sur la filière banane, on a une filière banane qui est dans une situation qui est assez catastrophique, en fait assez loin des clichés qu'on peut véhiculer ici ou là d'une filière qui irait bien quoi qu'il arrive. C'est une filière qui est en train d'aller assez mal parce qu'elle se trouve dans une situation de pression d'une maladie qui s'appelle la cercosporiose noire, qui est en train d'affaiblir de manière très importante les bananiers et donc la production de bananes aux Antilles. C'est une filière qui est avec des gens qui sont des gens courageux, qui sont travailleurs, qui sont très imaginatifs et qui se sont débrouillés à trouver une variété de bananes qui va pouvoir bientôt résister à cette maladie de la cercosporiose noire. Simplement, le temps qu'elle soit développée, le temps que les autorisations européennes soient données, il y a une période de temps, disons de 3, 4, 5 ans, à partir de laquelle on va pouvoir commencer à planter ces bananes résistantes à la cercosporiose noire. Il faut donc que la filière banane soit accompagnée pendant cette période de transition de 3, 4, 5 ans. Des négociations importantes et du travail très abouti a eu lieu avec le ministère de l'Agriculture. Nous avons élaboré avec lui, enfin en tout cas nous avons donné les données au ministère de l'Agriculture, qui a élaboré un plan qui est un plan d'accompagnement de la filière banane qui comprend des aides à la replantation, des aides à la trésorerie, des aides à la transition agroécologique. Et pour le moment, de ce que nous savons, ce plan-là est à l'arbitrage du président de la République. Et nous espérons que demain, il pourra annoncer qu'il valide le plan qui lui a été proposé par son ministre de l'Agriculture. Rapidement, puisque malheureusement le temps va nous est compté donc, sur les autres mesures. Et puis je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, puisque comme vous le dites, demain, les agriculteurs sont reçus à l'Elysée et nous suivrons bien évidemment le discours qui sera fait par le président de la République afin de revenir sur les mesures qu'il annoncera peut-être. Mais vous, en tout cas, vous avez fait ces mesures pour la banane, mais aussi pour... Alors aussi pour les 2 autres sujets prioritaires, il y en a bien sûr beaucoup, mais parmi les sujets prioritaires, il y a un sujet qui concerne l'élevage, donc la diversification dans les départements d'outre-mer. Il y a une aide qui est une aide au fret, une aide au transport qui s'appelle le RSA, qui n'a rien à voir avec la mesure sociale bien connue, mais qui s'appelle le régime spécifique d'approvisionnement. C'est un peu compliqué. Retenons simplement que c'est une aide au transport pour faire venir des céréales qui ensuite servent à nourrir les animaux dans les départements d'outre-mer. Le président de la République hier, en ouvrant le salon, a dit qu'il considérait qu'il fallait tenir en privé les mêmes propos qu'en public. Or, c'est exactement ce qui ne s'est pas passé sur le dossier du RSA, puisque nous avons, lorsque Julien Denormandie était ministre de l'Agriculture, une promesse d'abonder cette aide RSA de 8 millions d'euros supplémentaires.
en échange de quoi les producteurs de viande locaux s'engageaient à modérer les prix. Et en l'occurrence, il n'y a eu pas ou très peu de hausse de prix, malgré l'inflation, malgré le Covid, etc. Donc les producteurs ont rempli, j'allais dire, leur part du contrat. L'État, au moment de payer, a trahi sa parole et nous faisons évidemment confiance au président de la République, qui est un homme de parole, pour la tenir avec un peu de délai, mais pour annoncer demain qu'il abonde bien et qu'il tient bien la promesse qui a été faite d'abonder de 8 millions d'euros supplémentaires cette enveloppe. Dernier point, si vous le permettez, pour être le plus synthétique possible. Nous avons un dossier qui est vraiment devenu le symbole de l'impuissance publique, qui est le dossier de l'aide au renouvellement des flottes de pêche. C'est un dossier qui concerne la pêche dans les départements d'outre-mer. La flotte de pêche dans le département d'outre-mer est une flotte qui est vieillissante, à telle enseigne que les pêcheurs partent en mer sans être certains tous les soirs de pouvoir revenir. Notre message, c'est n'attendons pas un drame pour agir. En 2017, le président de la République, en novembre 2017, s'est rendu en Guyane. Il a constaté lui-même l'état de vétusté de la flotte, en l'occurrence en Guyane, mais plus généralement dans les départements d'outre-mer. Nous sommes 7 ans plus tard, et pour des raisons qui sont trop longues à expliquer, mais qui tiennent principalement à l'attitude de l'Union européenne, 7 ans plus tard, pas un centime n'est arrivé sur place. Le seul moment où ce dossier a évolué positivement, c'est lorsque le président de la République lui-même en a fait une priorité lors de la présidence française de l'Union européenne. Nous l'appelons à en faire une priorité à nouveau et en quelque sorte à terminer le boulot à Bruxelles pour que enfin les pêcheurs puissent partir en pêche en sécurité. Bernard Lombrière, merci beaucoup. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir puisque le temps nous est compté alors que les sujets sont importants, alors que les enjeux sont primordiaux et on aura l'occasion d'en reparler demain probablement. En tout cas, merci pour toutes ces précisions et pour toutes ces informations. Je serai là demain. Merci à vous. Je vous dis à très vite. Merci.